Monsieur, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie. Deux thématiques à retenir ce soir. D'abord, cette cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2024-2025, présidée au siège de la Cour suprême à Alger par le chef de l'État, en sa qualité aussi de président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans un discours donc prononcé à l'occasion, le président de la République a évoqué le parachèvement et la construction d'un système judiciaire républicain fort, de la confiance du peuple et la consécration de la moralisation de la vie publique. On parlera ce soir également des missions du nouveau gouvernement. Hier, le président de la République a exhorté ce nouveau gouvernement à élaborer des plans de travail sectoriels qui seront exposés au niveau de l'exécutif, puis en Conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune les a enjoints, les membres donc du gouvernement, à focaliser leur attention sur les préoccupations du citoyen qui doit rester au cœur de l'action gouvernementale dans les volets social et économique. Nos invités pour en parler, M. Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de l'invitation. Avec nous également M. Eldouane Khalif, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Badis Khnissa est avec nous depuis Paris, expert en relations internationales et membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonsoir Badis Khnissa, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, je le disais, messieurs, le président de la République a donc ouvert cette année judiciaire 2024-2025. Il a évoqué plusieurs sujets dans son discours. Je commencerai par vous, Eldouane Khalif. Il a parlé d'un système judiciaire républicain fort, de la confiance du peuple et aussi le progrès ou les progrès réalisés pour rétablir la confiance dans l'État et consolider les exigences de la gouvernance. Ces deux paradigmes sont forcément liés selon vous? Bien sûr. C'est parmi les grands chantiers de réforme inscrits au programme du président dans son premier mandat et sur lequel il se penche encore plus aujourd'hui avec les réformes qui ont été apportées à la Constitution pour protéger le citoyen, la société algérienne en matière de droit et aussi en matière de jugement, d'égalité. Et donc aujourd'hui, on a un président qui instruit et qui attend des résultats. On a numérisé le secteur de la justice, on a allégé un lourd fardeau en matière de papier administratif par rapport aux citoyens algériens, surtout ceux des régions éloignées. Alors on va revenir à la modernisation parce que c'est un point oui, c'est le cœur même de ces réformes. Exactement, et ça a justement certainement un impact aussi sur le volet économique. Parce que c'est l'un d'ailleurs des secteurs qui a le plus avancé, en tout cas dans le chantier de la numérisation et de la modernisation. Je voudrais revenir donc sur ce système, un système judiciaire républicain fort de la confiance du peuple. Il fallait donc rétablir, selon le président de la République, cette confiance du peuple, tout simplement, en direction des institutions, notamment judiciaires. Aujourd'hui, ces paradigmes sont renforcés selon vous? Bien sûr, aujourd'hui... Mais dans quelle mesure ils sont visibles? Le peuple aujourd'hui se sent en sécurité quand ses droits sont préservés par un système judiciaire équitable. Ouais. Surtout qu'on a vu ce qui s'est passé dans l'Ancien Régime par rapport à une couverture judiciaire d'une corruption qui a coûté beaucoup de finances au trésor public. Quand on dit au trésor public, c'est au peuple algérien. Donc aujourd'hui, renforcer ces passerelles, parmi les renforts des passerelles entre l'État, le président et le peuple, c'est ce système judiciaire fiable. Surtout fiable, rapide d'exécution, précis. Et donc qui portera droit. Indépendant aussi, l'indépendance de la justice. L'indépendance du système judiciaire fait sa force. Parce que manipulé par le passé, le système judiciaire est devenu incrédible. Et s'est décrédibilisé, pas tout le monde, mais en majorité, par rapport à ce citoyen qui aujourd'hui n'a que cet issue, que ce palais de la justice pour préserver ses droits. Je voudrais votre avis, Badis Khnissa, sur cette question de système judiciaire républicain fort, de la confiance du peuple. Pourquoi le président de la République l'a rappelé aujourd'hui, selon vous? Il me semble pertinent et très important même de souligner le facteur
du pouvoir judiciaire lui-même, qui, je rappelle, est l'une des triptyques des pouvoirs, notamment législatifs et exécutifs. Donc le pouvoir judiciaire est une condition sine qua non, je dirais, d'abord dans la fondation de l'état de droit qu'aspire le président de la République au lendemain de son investiture et qui, lui, avait dans un élan justement de contrat moral, de pacte politique et moral avec le peuple algérien, à savoir comment rétablir des passerelles de confiance, mais surtout aussi comment capter justement cette force du peuple algérien pour le transcender à travers notamment cet axe ô combien important qui est le judiciaire. Donc aujourd'hui, dans ce processus, je dirais, de réédification d'un état de droit à travers un levier important qui est celui de la justice, une justice que le président de la République a rappelé étant indépendante, mais surtout représentative, gratuite, accessible, mais comme pour dire aussi que le temps justement de la justice despotique, clanique et autres est révolu. Aujourd'hui est le temps justement d'établir des leviers, des fondations solides, pérennes, sereines, transparentes et qui sont toujours au service de la justice et au service de la défense des intérêts du peuple algérien. Et c'est pourquoi le président de la République attache une importance, une grande importance notamment sur cet aspect-là, puisqu'il est fondamental. Il est justement cette clé de voûte qui permettra, comme il a dit à juste titre d'ailleurs, qui tire sa force du peuple, puisque justement, cette confiance qu'on avait perdue effectivement des décennies en arrière, aujourd'hui, elle est retrouvée, elle est recouvrée, elle est renforcée, elle est consolidée. Bien sûr, restons pragmatiques en même temps. Le président de la République aussi énumère des achèvements. Il rappelle aussi tout le long processus qui reste à parcourir, mais surtout aussi à parachever, dans un élan toujours de proximité, dans un élan toujours de monitoring, oui, de traçabilité, mais surtout aussi de cadre très défini, justement par le président de la République, pour donner tout le pouvoir à ce pouvoir législatif pour qu'il puisse justement s'exprimer d'une manière équitable, d'une manière juste, que ce soit d'ailleurs au service du peuple, mais aussi sur d'autres aspects beaucoup plus de l'ordre économique et autres. On va un petit peu avancer. Disri, je m'adresse à Mahfoud Kaoubi. Le président de la République a aussi évoqué l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui a donc été renforcée selon lui par la nouvelle constitution, et la moralisation de la vie publique, la lutte aussi sans relâche contre la corruption et les dérives. Selon vous, en tant qu'expert justement économiste, dans quelle mesure ces transformations sont aujourd'hui visibles ? Des transformations visibles par rapport à des actes qui ont été matérialisés sur le terrain et par rapport à un dispositif juridique qui a été élaboré et entamé déjà durant les 5 dernières années. Donc une justice indépendante dans l'acte et par les faits, libérée des intérêts, des intérêts financiers principalement, et une impartialité de plus en plus affirmée sur le terrain. Ceci dit, cette impartialité, cette équité dont parlait M. Khnissa passe nécessairement par une amélioration de la formation et une professionnalisation de l'institution judiciaire. Et on a vu que toutes les réformes visant donc à mettre en place un dispositif de justice commerciale, de justice administrative, plaident pour une régulation, plaident par une légitimité par les faits et une technicité tant revendiquée par les différents acteurs économiques. Et donc, par rapport à ces réformes qui ont été instituées, que ce soit sur le plan organisationnel, au niveau de la justice, que ce soit dans le domaine de la professionnalisation, ce sont des actes qui ont vu concrétisés, qui se sont concrétisés sur le terrain. La deuxième des choses, la construction de la nouvelle gouvernance revendiquée et par le président de la République passe nécessairement par un État fort et un État juste. La justice joue un rôle important dans les arbitrages. Et les arbitrages entre les citoyens et les institutions, et entre les acteurs économiques aussi. Et donc on ne peut pas imaginer une économie compétitive, concurrentielle, sans qu'il y ait une institution de justice qui intègre, oui, impartiale surtout, oui, et qui est rapide aussi dans ses prises de décision, oui, professionnelle aussi dans la formation
de ces juges, magistrats et différents acteurs, avocats et tout le personnel de la justice. Alors justement, à propos de la moralisation, on va revenir avec vous, Mahfoud Kaoubi, sur cette question précisément. Le président de la République a une nouvelle fois évoqué la question de la dépénalisation donc de l'acte de gestion à travers un décret présidentiel. Et on va justement commenter cet extrait, on va le revoir tout de suite. قرار منشور رئاسي لتفسير بعض الأوضاع أن الموظف والمسير له الحق في الغلطة مثل ما نقولوا الإدارية وسوء تقدير بعض الأمور، ولكن شرط أن لا يستفيد لا هو ولا محيطه ولا أصدقائه ولا أي كان من هذا الخطأ التسييري، فله الحماية كاملة. Voilà, Mahfoud Kaoubi, je voudrais que vous commentiez avec nous cet extrait donc, du discours du président de la République. Et ce n'est pas la première fois que le chef de l'État évoque cette question pour rassurer sans doute les gestionnaires, les fonctionnaires aussi, à propos de l'acte de dépénalisation. Il décide donc d'un décret présidentiel aujourd'hui pour vraiment garantir une sécurité, j'ai envie de dire, mentale pour ces gestionnaires et fonctionnaires. Est-ce que ça dénote aujourd'hui d'une vraie fébrilité à ce niveau-là, si le chef de l'État revient sur cette question souvent? Tout à fait. C'est une question qui revient systématiquement depuis... Voilà, presque systématiquement, exactement. Depuis, je dirais, les années 80. Ouais. Donc les gestionnaires publics, à chaque fois, remettent sur la table cette situation de manque de protection, d'incertitude, qui pèse énormément sur les gestionnaires publics, il faut le dire. La source de cette situation est aussi bien organisationnelle que juridique que morale aussi, que morale. Donc, une des premières décisions qui ont été prises par le président de la République, c'était d'instruire la justice à donner plus de protection aux gestionnaires publics. Ceci remonte à 2020 déjà. Cette fois-ci, il passe à un niveau supérieur en prenant un décret présidentiel. Oui. Donc, je pense qu'il doit être parachevé par d'autres réformes. Des réformes sur le plan organisationnel pour canaliser et déterminer les marges de manœuvre relatives à la type de réforme? Quand on parle des entreprises publiques, par exemple, la limite du public et du commercial est tellement ambiguë que ça crée des chevauchements et qui sont source de nuisance et source d'incertitude et d'interprétation souvent. Dans le domaine de la gestion publique, donc de l'administration, idem. Donc certes, la gestion par objectif a été considérée comme la gestion future de la chose publique. Maintenant, il faut déterminer les contours, donner plus d'assurance et surtout, puisqu'on parle de réorganisation de l'administration publique, donner les instruments qui permettent cette gestion par objectif et une sanction surtout par rapport à l'efficacité et l'efficience et non pas par rapport à des questions relatives à la morale qui sont assez larges comparativement à des objectifs précis qui sont déjà sanctionnés administrativement, sanctionnés par rapport avec des instruments purement qui existent déjà, qui relèvent de la gouvernance et non pas de la justice et de la sanction. Oui. Erdogan Khalif, à propos de la justice, on disait, vous étiez le premier à dire d'ailleurs, c'est l'un des secteurs qui a le plus avancé en matière de modernisation, de numérisation. Quel impact pensez-vous que ces chantiers qui sont en cours, on l'imagine encore, à quel point ces chantiers ont un impact aujourd'hui sur tout simplement le quotidien des citoyens? Oui, aujourd'hui, on a une justice de proximité. Aujourd'hui, un citoyen qui habite à Tamanrasset ou qui réside à Adra ou à Marnia ou à Omtapoul, aujourd'hui, on économise ces distances pour ces citoyens et on leur facilite la tâche à travers la numérisation, à travers l'accès à distance
à domicile aux papiers administratifs les concernant. Et donc, ce soulagement, cette facilité est dans les deux sens. Et par rapport aux citoyens, dans son point géographique, et par rapport à cette administration judiciaire qui subissait auparavant une grande pression dans seulement la gestion administrative des papiers concernant les citoyens. Donc cet impact, il est aussi bénéfique par rapport au secteur économique et au privé. Aujourd'hui, c'est assez facile par rapport aux tribunaux administratifs, oui, par rapport aux tribunaux commerciaux, à soulager beaucoup d'affaires qui tardaient à être analysées par rapport aux opérateurs et qui, sachant par rapport à eux, le temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, justice, vie sociale, justice, secteur économique dynamique. L'impact est direct. Bien sûr. Vous voulez dire. En dépénalisant l'acte de gestion, aussi aujourd'hui, le président a fait ça par rapport à un constat d'une stratégie économique mise en place, de moyens, qu'ils soient financiers ou avantages fiscaux parafiscaux, d'accompagnement des institutions concernées, mais les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Donc, cette faute professionnelle, cette mauvaise évaluation a fait un ressenti de peur par rapport au gestionnaire qui, là, a bloqué l'instinct d'initiative. Qui est générateur d'une dynamique économique par rapport à la lecture des textes de loi, des flexibilités, et donc de trouver le moyen de faciliter, que ce soit dans le secteur privé ou public, à ces investisseurs, à ces collectivités locales, de réaliser les projets et qui, à la fin, sont destinés à la famille algérienne. Je voudrais revenir sur un deuxième extrait du président de la République, donc, qui a prononcé ce discours à l'occasion de cette cérémonie de l'ouverture de l'année judiciaire. Et il est revenu, le président de la République, sur les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre deux dirigeants de l'entité sioniste, deux criminels de guerre reconnus aujourd'hui par cette instance juridique internationale. On l'écoute. المحترم وأكاد أن أقول مقدس قانونيا كان فيه نداء لكل النزهاء والشرفاء في العالم استغاثة للشعب الأعزل في غزة في فلسطين فلسطين التي يذبح أبنائها في مجازر الحمد لله سمع النداء وكانت وقفة الشرفاء عبر القارات الخمس في العالم وأحيل المجرمون أمام القضاء الدولي. Mehdi Srenissa, ces deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI contre les deux dirigeants criminels de l'entité sioniste, c'est évidemment la consécration de la justice internationale, peut-être aussi la fin de l'impunité de cette entité terroriste, mais c'est aussi la consécration d'un appel qui est parti d'Alger. Il faut le rappeler, cette initiative est partie d'Alger. L'appel était émané même du président de la République et qui a finalement regroupé des centaines, voire des dizaines de milliers d'avocats à travers le monde. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, l'Algérie, toute modestie gardée, a joué un rôle prépondérant, notamment sur la scène internationale. Je rappelle l'Algérie, depuis au lendemain de son élection plébiscite au sein du Conseil de sécurité comme observateur temporaire, a joué d'une manière très active, quasiment un marathon diplomatique, à savoir comment faire réactiver les leviers, notamment diplomatiques, et au sein justement du Conseil de sécurité, pour qu'il converge justement vers cette cause juste qui est celle de la cause palestinienne. Oui. Donc c'est un euphémisme que de dire aujourd'hui que l'Algérie a joué un rôle
important et majeur, notamment dans cette équation diplomatique, qui a bien évidemment abouti par ces mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qui marquent non seulement la fin de l'impunité, mais surtout aussi la fin de l'immunité de cette entité sioniste et ses dirigeants notamment génocidaires. Donc il faut rappeler aussi que l'Algérie a été initiatrice et si ce n'est accompagnée aussi parfois des initiatives et toujours dans un élan positif pour pouvoir, et une dynamique favorable et positive pour faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, c'est une consécration, on peut dire, par ces mandats. Et ce n'est pas fini, puisque l'Algérie continue à s'inscrire toujours ardemment, activement et d'une manière, je dirais, désintéressée à vouloir toujours défendre l'intérêt des peuples opprimés, oppressés, mais surtout aussi aujourd'hui assassinés d'une manière, je dirais, impunie. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce temps est révolu grâce à l'Algérie qui a joué ce rôle, ou même, je dirais, cette locomotive à travers le continent africain, à travers aussi des propositions, des forces de proposition pragmatiques. Je rappelle la feuille de route du cessez-le-feu qui a été d'ailleurs votée lors d'une résolution au Conseil de sécurité. C'est pour dire que l'Algérie a tout le soutien, mais elle le fait valoir, elle le fait savoir à travers justement cette force de proposition positive pour un monde plus en paix, mais surtout aussi pour établir la paix en Palestine et enclencher le processus de paix à travers une solution politique et non pas militaire ou génocidaire. Et justement, l'Algérie continuera de le faire. On a vu le représentant de l'Algérie à l'ONU qui a déclaré qu'il ne s'arrêterait pas à ces blocages au niveau notamment du Conseil de sécurité pour protéger l'entité sioniste. On revient à la deuxième thématique que l'on vous propose ce soir. On vous le disait, hier, le président de la République a donc présidé la première réunion du Conseil des ministres où il a donc souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du gouvernement et les a rejoints à tout simplement se mettre au travail. On va commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi. On ne peut pas parler de mandat économique puisque c'est ce deuxième mandat du président de la République, c'est un mandat économique, on l'a déjà dit. On ne peut pas donc parler de mandat économique sans préservation du pouvoir d'achat des citoyens. La loi de finances 2025 a réservé un montant d'environ 660 milliards de dinars pour subventionner tout simplement les produits de large consommation. L'axe social, le caractère social de l'État est une nouvelle fois réaffirmé, peut-être un peu plus que les précédentes lois de finances? Tout à fait, un peu plus, comme l'atteste déjà le montant important des transferts sociaux dans cette loi de finances, dans ce budget, le budget 2025. Alors à quel point il est plus important? Voilà. 34% du budget. Donc quand même, c'est un montant jamais égalé antérieurement. Alors qu'est-ce qu'il explique? Et ce n'est pas uniquement les transferts sociaux. Oui. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Il explique une volonté de la part des pouvoirs publics de continuer à soutenir le citoyen, notamment dans une période de transition qui se prolonge, il faut le rappeler. Parce que transition économique, vous voulez dire? Transition économique et surtout une instabilité sur les marchés internationaux qui est appelée à durer dans l'avenir. Donc des décisions ont été prises. Une révision du salaire minimum, des augmentations de salaire, une diminution de l'impôt sur le revenu global, un soutien encore aux produits de première nécessité, un soutien au secteur du bâtiment, plus particulièrement pour offrir plus de logements à une population qui croît d'une manière très dynamique. Et donc, ceci implique des exigences et qui doivent être prises en charge sur le plan du budget. Donc, un effort important, le temps à ce que la machine économique, les marchés, la production, l'appareil de production, le temps que l'appareil de production puisse prendre le relais. Le Trésor public, encore une fois, a consenti. Donc il y a un effort important cette fois-ci. Important. On ne peut pas le retrouver ailleurs. Hein. Donc le poids du social, le poids de la prise en charge du pays social est tellement important qu'il est source d'importants déséquilibres, de déficits importants. Donc pour vous dire que l'effort consenti par le Trésor public est énorme, inégalé antérieurement. Maintenant, puisque vous avez parlé de la première réunion du Conseil des ministres, qui a commencé par se mettre au travail, donc il faut redoubler d'efforts, se mettre
systématiquement se remettre en cause et justement matérialiser sur le terrain tout le processus de réforme qui permettrait de produire plus et d'améliorer structurellement de cette question relative au pouvoir. On va détailler évidemment, mais je voudrais juste revenir avec vous sur ce qu'a dit le président de la République, qui a évoqué la défense de la valeur du dinar algérien. Évidemment, ça va de pair avec cet effort social et aussi avec la redynamisation de l'économie nationale. Quels sont, très rapidement, c'est vrai que c'est une question assez large, mais quelles sont rapidement les mesures économiques qui peuvent être mises en œuvre justement pour évaluer la monnaie nationale? Produire plus, produire mieux. Travailler plus et travailler mieux. Oui. Donc ce sont des mesures structurelles, c'est ce que vous voulez dire. Donc ça passe par plus d'investissements, une révision du cadre organisationnel, on parlait tout à l'heure, du secteur marchand de l'État, et donc construire une réelle économie de marché concurrentiel. Donc où le travail sera à la base de ce processus de réforme et où l'amélioration de la productivité doit s'inscrire. Donc c'est quelque chose qui va s'échelonner sur... Ça prendra du temps. Mais il faut qu'on apprenne le maximum de temps. Le problème, notre rapport avec le temps doit changer. Les processus de transformation ne peuvent se faire que sur le moyen et le long terme, à condition de tracer une feuille de route avec des objectifs. Et de s'y tenir, évidemment. Tout à fait. Ouais. Donc que les logiques immédiates laissent la place aux logiques de transformation qui sont nécessairement des logiques qui s'inscrivent dans le temps. Dans la temporalité, exactement. Don Khelif, on parlait donc de ces mesures sociales, des mesures structurelles qui vont devoir suivre pour accompagner ce programme social de l'État. Il y a évidemment, Mahfoud Kaoubi le disait, la poursuite de la révision des salaires et des allocations jusqu'à 100%. Il faut rappeler que les augmentations avaient atteint les 47% jusqu'à présent. Et donc, c'est quelque chose qui va s'échelonner jusqu'à 2027, au plus tard, selon le président de la République, mais aussi la lutte contre l'inflation et le renforcement de l'appareil de production nationale. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans des réformes structurelles de notre économie pour arriver à ces objectifs. Réformes structurelles, oui, accompagnées d'un engagement politique, social du président vis-à-vis du peuple algérien. Donc, on va vers des réformes, on va vers une stratégie économique. Donc, c'est une transition d'un modèle à un autre qui s'adapte aux transformations, qu'elles soient mondiales ou régionales précisément, mais tout en sauvegardant la famille algérienne, le pouvoir d'achat, l'emploi, la stabilité, la fixation des citoyens dans leur point géographique pour éviter l'exode, et donc tout un processus qui marche en parallèle. Donc c'est des réformes et en même temps une sauvegarde d'une stabilité économico-sociale. Ceci passe par nécessairement la mutation d'un modèle à un autre, comme l'a dit M. Mahfoud, prend du temps, il faut de la patience, elle a un prix, elle a un sacrifice. Mais sur le moyen et long terme, on aura une protection de notre souveraineté économique. On aura une indépendance partielle, par étape, aux dépendances, qu'elles soient en matières premières ou en produits de première consommation. Par ailleurs, je dirais au lobby économique, financier, qui change de position aujourd'hui dans le monde. Donc c'est une stratégie où le président, où l'État doit être accompagné et par le tissu économique et par le peuple. Mais justement, Mahfoud Kaoubi, à propos de ces mesures sociales, vous parlez justement de temporalité et qu'il faut être patient, mais il y a des attentes aujourd'hui pressantes, notamment sur le pouvoir d'achat qui a été impacté par les mutations. On ne va pas rentrer dans trop de détails, puisque nous les avons déjà détaillés dans nos différentes émissions, mais il y a aujourd'hui une attente, notamment sur des questions précise, j'ai envie de dire. Donc il y a le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a le travail, c'est-à-dire la création de postes d'emploi. Le président de la République s'était engagé pour son deuxième mandat à l'ouverture de la création de 450 000 postes d'emploi. Donc ce sont des questions qui demandent du temps, mais les attentes sont immédiates. Oui. Comment concilier les deux? Oui, mais
les attentes, c'est une chose, et l'esprit conquérant, c'est une autre problématique. Donc, cette logique revendicative doit laisser la place à beaucoup plus d'ambition, à beaucoup plus de prise de risque. Et ceci passe par une transformation réelle de notre système productif et de notre appareil de production. Il est important de signaler que les logiques de consommation doivent être construites avant tout sur les logiques de production. Si on veut dépasser la situation de vulnérabilité qui a fait que toute fluctuation des prix des matières premières et des produits de première nécessité sur les marchés internationaux impacte systématiquement notre pouvoir d'achat, il est clair qu'on doit substituer cette logique de consommation par une logique de production. Et quand on veut créer de l'emploi, ceci passe par la création d'entreprises, par plus de liberté, par plus de facilité, par plus de compétition au niveau d'un marché qui doit obéir aux règles élémentaires de la compétition. Ce n'est que comme ça qu'on pourra améliorer notre compétitivité. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait structurellement être dans la capacité de créer d'une manière durable des postes d'emploi. Voyons la Chine, voyons l'Inde, voyons d'autres pays qui ont souffert énormément. Mais que cette souffrance a donné lieu, sur le moyen terme, elle a donné place au confort. Quand vous parlez de souffrance, de quel type de souffrance? Je vais parler de transferts sociaux, par exemple. Limiter nos consommations par rapport à certains produits. Par rapport à l'importation, vous voulez dire? Je dirais le carburant. Je parlerai d'énergie. Laisserai la place pour affecter ces sommes importantes pour l'investissement, au lieu que ça soit affecté pour la consommation. Et ça, doit nous réconcilier avec les logiques de prix, qui jusqu'à présent nous jouent un très mauvais tour sur le plan économique par rapport à l'affectation par rapport à l'affectation de notre effort et par rapport aux logiques de compétition. Mais comment trouver justement le juste milieu entre consommation et... Ça, c'est un pacte. Ce n'est pas la relance, la transformation, ce n'est pas l'affaire uniquement des pouvoirs publics. C'est aussi l'affaire des populations. C'est un pacte entre gouvernants et gouvernés pour partager la difficulté, pour subir la souffrance. Et à la fin, se fixer des objectifs qui permettraient d'améliorer la qualité de l'éducation, d'améliorer la qualité de la santé, d'affecter nos budgets pour construire des usines, pour améliorer notre service public. Ce n'est que comme ça qu'on peut produire la transformation. Jusqu'à présent, il faut le dire, on consomme énormément, comparativement à ce qui est affecté à la production. On atteste le budget de fonctionnement par rapport au budget d'investissement. 17% uniquement du budget vont à l'investissement, alors que 83% vont pour le fonctionnement. Donc ces déséquilibres devraient être dans la durée. Impossible de changer cela en une année ou 2 années. C'est un processus à moyen terme. La transformation du secteur marchand de l'État, qui, au lieu d'être un secteur de production, créateur de richesse, est jusqu'à présent un secteur de consommation de richesse. Donc ces logiques doivent être assumées, doivent donner lieu à un débat très clair, responsable, qui nous permettra de nous émanciper des logiques antérieures, qui, jusqu'à présent, restent très présentes dans nos comportements. Prenons nos comportements quotidiens. Ils ne sont pas assez rationnels. Ils n'obéissent pas à une rationalité économique qui font à ce qu'on affecte une partie de nos ressources à l'investissement, à la création de richesses. Travaillons plus, c'est un élément important. Ce n'est que par le travail, que par l'investissement, que par la production, qui doit être améliorée aussi bien en qualité qu'en quantité, qu'on pourra résoudre sérieusement de cette question d'inflation. Sinon, l'augmentation des revenus ne pourra pas, dans la durée, à elle seule. Il faut agir sur les 3 éléments
qui constituent la chaîne de l'inflation, qui sont, le revenu, je suis entièrement d'accord, mais l'élément, le fondamental, c'est la production. Plus il y a de la production, plus il y a des salaires. Plus il y a de la production, moins les prix augmentent. Et la troisième des choses, c'est de réorganiser les circuits de distribution. Il y a un travail énorme qui nous attend. Ouais. Effectivement, la multiplication des chaînes d'intermédiation fait une accumulation importante des prix. Et in fine, quand on voit les maillons qui constituent la chaîne, les maillons commerciaux qui constituent la chaîne sont 4 fois, 5 fois, 6 fois importants que les maillons qui constituent la production. Et là, il faut qu'on ait une réelle cartographie, qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Mais justement, à travers la nouvelle mesure qui a été adoptée pour le ministère du Commerce, il y a la régulation donc, des marchés. Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter justement cette chaîne? On en avait parlé, et là je rejoins ces propos, sur la distribution. Il ne suffit pas seulement de produire, il faut gérer une production. Il faut gérer une distribution. Oui. Et là, on a une grande défaillance. Et de là, on a salué la séparation du commerce extérieur par rapport au commerce intérieur local. Donc, c'est la régulation. C'est revoir le système de fiscalité en matière de facturation qui pose un grand handicap par rapport à la distribution. Et aller notamment vers les centrales d'achat. Et donc, aujourd'hui, réguler ce marché, réguler le marché extérieur, entre importation et exportation, avec autorisation, subvenir aux besoins de la société algérienne, de la famille algérienne, par la subvention, qu'on allait revoir les mécanismes. Mais on a vu qu'aujourd'hui, la société algérienne, la famille algérienne, n'était pas prête à subir un changement qui lui serait bénéfique à l'avenir. Donc, on a reculé sur cette démarche. De quel type de changement vous parlez précisément? Avoir une politique de subvention ciblée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde profite de la subvention. Oui. Le riche, le moyen, le pauvre. Et je pense qu'elle va aux riches plus qu'aux autres. Mais on ne peut pas toucher tout ça parce qu'il faudrait qu'on avance déjà sur la numérisation, comme on en avait parlé, sur la classification, les paramètres de classification, la manière de classifier la famille dans le besoin. Et donc, en laissant attendre cette étape, on repart sur un autre levier qui est une production, une multiproduction, une production de matières premières, une aisance dans la disponibilité, surtout des produits de première nécessité, à un prix abordable par rapport à la famille algérienne, création dans l'emploi, et dans l'avenir, on reviendrait à ça. On avait parlé d'une stratégie à plusieurs objectifs. Mais des fois, les objectifs se chevauchent. C'est par rapport à la priorité et à la conjoncture de l'instant T. Mais on connaît les priorités, les priorités, on les connaît. C'est dans les mécanismes et dans je dirais, l'application. C'est l'opérabilité. C'est le mot, l'opérabilité qui devient important. C'est pour ça qu'être audacieux. Non, par audacieux, vous voulez dire qu'il faut prendre des décisions un petit peu difficiles. Pas de transformation. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord. Ouais. Pas de transformation sans souffrance. Ouais. Il faut le dire. Il faut qu'on se mette d'accord sur maintenant souffrir. C'est comme une thérapie. On supporte la souffrance dans le but de guérir. Et beaucoup d'aspects de notre économie ont besoin de thérapie. Et la thérapie, on a une conjoncture. Ce qui a été fait ces 5 dernières années, bien. On a stabilisé, on a réuni les conditions nécessaires pour entamer les transformations. Et les transformations, quand on parle de transferts sociaux, 34%, mais de l'autre côté, disons-le sincèrement, que le niveau de gaspillage est très important. Oui, ça aussi, c'est un volet sur lequel il faudra agir. Ça, c'est une mentalité sociétale. Et on ne peut pas changer si on n'est pas rationnel. Est-ce qu'on veut aller vers une rationalité ou est-ce qu'on laissera la rationalité s'imposant au moment des vaches maigres? Donc, voilà, prendre des décisions par anticipation. Par anticipation et ne pas les imposer plus tard c'est mieux par contrainte, voilà. c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Maintenant, on a une conjoncture assez favorable
entamant le processus de réforme dans la durée sans qu'il y ait de contraintes qui pèseront énormément et qui pourraient remettre en cause tous les acquis qui ont été faits par rapport aux acquis sur le plan social. On va demander son avis aussi à Bedis Nissa à propos donc de cette transformation économique. Mahfoud Kaoubi nous dit que les conditions aujourd'hui plutôt favorables sont réunies pour opérer cette transformation, notamment sur l'appareil de production nationale. Il y a aujourd'hui des exemples gagnants, j'ai envie de dire, des bons exemples, notamment dans le carburant, la céramique, le marbre ou encore le ciment que l'Algérie a arrêté d'importer et que nous exportons aujourd'hui et sur lesquels peut-être ce sont des modèles qu'on pourrait calquer sur d'autres secteurs économiques. Il me semble pertinent de rappeler qu'aujourd'hui l'Algérie, le président de la République d'ailleurs à travers son programme, se donne les moyens des ambitions de l'Algérie, notamment économiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a plusieurs leviers facilitateurs, notamment que ce soit la loi des finances, mais autres aussi, il y a la loi de l'investissement par exemple. Il y a aussi, je rappelle dans cette même loi des finances, l'augmentation significative du fonds d'investissement notamment, qui permet effectivement d'encourager l'entrepreneuriat, mais surtout l'innovation. On parle effectivement d'industries manufacturières qui sont la base du tissu de la création de richesses économiques, mais aussi d'emplois. Je rappelle que le président, dans son programme, a rappelé la création de plus de 400 000 emplois dans son quinquennat. Donc tout ce tissu dense va permettre effectivement de créer une dynamique, une espèce de vague scélérate, aidée, facilitée aussi par d'autres leviers comme ça a été évoqué tout à l'heure, la numérisation, la digitalisation, entrer dans l'ère de l'économie moderne notamment, mais surtout aussi s'ouvrir au monde. Et d'ailleurs, je rappelle que lors de ce dernier gouvernement, en tout cas la dynamique a été posée, le décorum a été posé, et à titre d'exemple, scinder le ministère en deux pour faire d'abord du macro-management, si vous me permettez, mais surtout aussi donner plus d'élan, plus de pouvoir justement au commerce extérieur pour pouvoir justement s'exprimer davantage, mais surtout être à la hauteur des potentialités de l'économie algérienne, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en matière d'export, puisque le président de la République, preuve à l'appui lors du premier mandat, a démontré qu'effectivement l'Algérie pourrait diversifier d'une manière concrète et factuelle son économie, mais surtout pourrait augmenter, voire même dépasser ses exportations hors hydrocarbures notamment. Et je reviens sur l'agriculture et d'autres secteurs, notamment des startups. Pourquoi pas voir aussi demain une licorne algérienne, puisqu'on s'est doté de moyens, mais surtout aussi d'outils et de leviers d'actualité. Donc il est important, je pense aussi, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être j'ai pas eu l'occasion de rebondir dessus, sur comment désinhiber l'action de l'État et l'action publique, à travers justement la suppression de ces frustrations notamment qui ont été vécues par le passé par cette épée de Damoclès qui est celle de la réaction disproportionnée, notamment en matière de gestion. Aujourd'hui, le président de la République a libéré justement l'initiative, qu'elle soit d'ailleurs du côté de l'État, mais aussi du côté des entrepreneurs, des investisseurs, pour leur permettre effectivement, dans un élan de complémentarité, travailler et dans une synergie pour permettre justement un bond significatif et cette révolution économique algérienne qu'on voit d'ores et déjà les facteurs, les chiffres. On a évoqué tout à l'heure la loi des finances, mais elle s'inscrit aussi dans un élan de performance que le président de la République veut à travers cette politique du résultat. Je rappelle plusieurs chiffres à l'appui. On table sur plus de 4,5% de croissance, avec une économie résiliente lors du premier mandat qui a été démontré lors de la crise du Covid, contrairement à d'autres puissances notamment qui ont titubé, qui ont été fragilisées. Donc il est important de rappeler tout cet agrégat de facteurs pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Algérie et son économie a de fortes potentialités, en tout cas de quoi, et je pense que inscrire l'Algérie comme partenaire au BRICS et même adhérent à la Banque du BRICS n'est qu'un échantillon sur justement toute cette force positive et ce soft power économique algérien qui peut prendre tout son envol à travers justement un chemin balisé qu'on balise aujourd'hui par le président de la République et qui est aussi porté par, encore une fois, le tissu de l'entreprise, que ce soit dans les wilayas, en tout cas à l'échelle territoriale, mais aussi à l'échelle nationale. Mais je reviens pour conclure, il est important aussi en matière de légiférer et en matière de justement d'implémentation de ces lois à travers le nouvel exécutif qui se dit être justement adapté et d'actualité, c'est aussi de pouvoir
et c'est le challenge, j'ai envie de vous dire, comment indexer le temps institutionnel au temps du citoyen, au temps du peuple, pour permettre justement l'essor, l'émergence, le rayonnement, mais surtout aussi accélérer le rythme, notamment du développement. Oui, accélérer le rythme du développement et des réformes. Mahmoud Kaoubi, pour l'emploi, on a parlé de 450 000 emplois donc, qui sont prévus dans ce programme du président de la République. C'est l'autre levier économique sur lequel on peut compter aujourd'hui. Quels sont les secteurs, non pas qui peuvent, mais qui vont produire, générer ces emplois? Moi, je dirais qu'ils doivent générer. C'est les marchés, c'est les entreprises, c'est la sphère productive qui est interpellée à créer de l'emploi. Donc, les emplois créés dans la sphère administrative, c'est bien. Mais les emplois créés dans la sphère économique, c'est mieux. Parce que ça correspond à une contrepartie productive qui réglerait des problèmes structurels d'économie nationale. Donc, il faut rappeler que plus de 300 000 emplois, 300 000 universitaires arrivent chaque année sur le marché du travail. Donc, je dirais que les besoins en matière de création d'emplois sont tellement importants que ça nécessite, dans des calculs, ça nécessite un taux de croissance de quelques 8-9%. Et donc, un investissement très important en matière d'investissement direct ou un investissement indirect. Donc, vous voyez que les défis sont importants, et celle le travail, et celle les logiques de marché. C'est votre slogan ce soir, M. Kaoubi. C'est le travail, mais vous avez raison de le rappeler. Il n'y a pas une baguette magique pour résoudre cette équation. Le travail, c'est l'investissement, et c'est l'amélioration de nos performances. Je dirais, quand on parle de transformation, prenons le rapport de la Banque d'Algérie sur le produit intérieur brut. 42% de notre produit intérieur brut nous provient des services et du secteur tertiaire, commercial principalement. 21%, c'est le secteur des hydrocarbures. Alors que l'industrie et l'agriculture ne contribuent que de 6 et de 7% dans ce. Donc, vous voyez, c'est important ce qu'on a fait. Mais il faut qu'on consolide tout ça. Et le seul moyen pour consolider ça... Consolider ou inverser, tout simplement? Consolider carrément ce qui a été fait comme sacrifice antérieurement. Et ce qui a été fait comme un investissement pour stabiliser et pour réunir les conditions de travail. Maintenant, on a réuni les conditions, redoublons les efforts, remettons-nous en cause et essayons de voir là où on a bien travaillé, là où on n'a pas assez bien travaillé. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra aller dans une logique d'investissement. Et l'investissement a besoin de vision à moyen et long terme. Les résultats immédiats peuvent certainement être bons, mais ceci, s'il ne s'inscrit pas dans la durée et dans la transformation, va nous remettre à chaque fois dans des situations de révision, etc. Donc traçons la voie, les objectifs, la stratégie du gouvernement, l'architecture qui a été mise en place, elle est formidable. Elle a besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un contexte opérationnel. Comment transformer, comment mettre les processus en marche. En marche, tout simplement. Et cela a besoin, ce n'est que l'esprit conquérant, ce n'est que l'audace, ce n'est que les logiques de sortir du cadre qui pourraient créer cette ingéniosité dont on dispose. On doit se faire violence, tout simplement. Et qui nous permettrait, j'insiste sur ça, d'abandonner les logiques des potentialités aux logiques de valorisation des potentialités. On a des potentialités énormes dans tous les secteurs d'activité. Et on a ce devoir de les transformer, de les mobiliser et de créer un taux de croissance de 8-9%. On est capable de le faire. Évidemment, mais c'est encore une fois le temps qui est l'enjeu principal là-dedans. Si on fait une amélioration de 1 point, de 2 points par an, sur 10 ans, on en fera 10% par rapport à l'année de référence. Et les dynamiques sont exponentielles. On peut commencer par 1 point, 2 points, mais si on est dans la bonne voie, on est sur la visibilité, on est sur l'excellence, on est sur la compétition, les processus deviennent exponentiels et prendront une
un rythme beaucoup plus important. Alors, il nous reste une dernière question, et là, on sort un peu du cadre économique, même si c'est quelque part lié, puisque la diplomatie est liée aujourd'hui, on parle de diplomatie économique. On a vu donc les changements, M. Khalif, et on en avait déjà parlé lors de l'émission précédente, les changements observés dans le portefeuille de la diplomatie, et donc qui augurent d'un déploiement plus étendu, peut-être même plus efficace de ce secteur stratégique pour nous. La plupart des experts s'accordent à dire que l'Algérie évolue depuis au moins une quinzaine d'années dans un environnement régional très instable. Justement, quel rôle aujourd'hui, avec ces changements, avec ces transformations au niveau de ce département sensible des affaires étrangères, quel rôle peut jouer aujourd'hui l'Algérie pour transformer ces paradigmes régionaux, si c'est possible? Si on met de côté la diplomatie politique, on parle de diplomatie économique. On parle du secrétaire d'État délégué aux affaires de la diaspora. De la communauté nationale voilà, et aussi pour les affaires africaines. Et donc aujourd'hui, ce capital algérien à l'étranger, dans toutes les grandes métropoles du monde, dans les scènes financières, dans le trading, dans les marchés commerciaux, comme on a dit l'autre fois, c'est nos meilleurs ambassadeurs commerciaux. Et donc, avec le soutien, l'accompagnement du tissu diplomatique économique, si on veut se vendre aujourd'hui au monde et vendre cet excédent qu'on va avoir, c'est toujours dans cette même logique, comme a dit Sima Mahfoud, on va aller par étapes. Parce qu'en parlant d'économie, on parle de développement, là où on maîtrise les paramètres, on rectifie les paramètres, on parle d'accélération où on ne maîtrise rien, même pas les résultats. Et donc, prochaine étape, l'exportation, l'investissement hors frontières, et ce qui revient en grande partie en matière de déballage à la diplomatie économique extérieure. Et donc là, elle a un grand rôle par rapport aux extensions commerciales, économiques, et je dirais géoéconomiques, liées aux géopolitiques bien sûr, de l'Algérie dans la région, dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique et dans le monde. Un dernier mot, Badis Khnissa, sur cette même question et ces changements observés donc dans le département des affaires étrangères. Si on évoque la diplomatie économique, effectivement, c'est une diplomatie qui doit impérativement se reposer sur l'expertise, notamment, justement, par extension, de cette communauté nationale établie à l'étranger, qui fait notamment, d'abord, qui participe au rayonnement de l'Algérie, mais qui peut être aussi un levier facilitateur et un vecteur accélérateur, notamment de cette diplomatie économique. Car quoi de mieux que justement des VRP, de représentants de cette économie algérienne en première ligne pour être les meilleurs ambassadeurs et vice-versa. C'est-à-dire que si on doit gérer cette diplomatie économique, on doit prendre en compte aussi d'abord les aspects en amont et les aspects en aval. En amont, bien évidemment, et on revient sur l'économie algérienne et lui doter justement de leviers et de moyens pour pouvoir justement exporter à vitesse de croisière, et en aval, bien évidemment, se reposer sur l'expertise technique, notamment de notre communauté, pour qu'elle lui permette justement, en complémentarité, entendons-nous, avec, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale, mais aussi aux affaires africaines, puisqu'il y a une profondeur africaine algérienne innée qui doit être justement réévaluée et reconsidérée à sa juste valeur, avec ses potentialités notamment de l'économie algérienne exportatrice. Mais encore une fois, pour conclure, peut-être faute de temps, il faut impérativement faire une radioscopie avec toujours ces fondations notamment établies par la communauté algérienne établie à l'étranger qui maîtrise davantage notamment les rouages et comment faciliter justement l'intégration de l'économie algérienne, que ce soit à travers la France, là où il y a le plus gros contingent notamment de la communauté algérienne, mais aussi à travers la France, vers l'Europe et vers le monde. Merci beaucoup, Badis Khnissa. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Aldoan Khalif, politologue. Et merci à vous, Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de questions d'actu. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite.